Bienvenue dans Maurienne Mag. Au sommaire de cette émission, vous pourrez voir un reportage sur le déploiement des écrans numériques dans les écoles de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Mais tout d'abord, nous recevons Monsieur Denis Godard, qui est le responsable du club de bridge de Saint-Jean-de-Maurienne et qui va donc nous parler de ce jeu de cartes ou de ce sport, jeu de cartes. C'est les deux. C'est à la fois un sport d'esprit, donc c'est pas un sport physique, bien qu'il faut quand même une certaine endurance, mais c'est aussi un loisir, parce que c'est un jeu qui se pratique avec des cartes. C'est un jeu qui est assez développé par rapport à d'autres jeux comme la belote ou la coinche, mais c'est un jeu qui se dit intelligent, mais il ne faut pas en faire une réputation de jeu de snob ou de jeu trop compliqué. C'est un jeu qui développe la réflexion, la mémoire, mais c'est un loisir. Donc il ne faut pas y venir pour gagner de l'argent, il ne faut pas y venir sans une certaine envie quand même de progresser. Et l'avantage des clubs comme celui de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est qu'on est en petit nombre relativement, et donc on est très, très liés les uns entre les autres parce qu'on se voit souvent. Et on a une convivialité que, je crois, beaucoup d'autres clubs de la région nous envient. Enfin, c'est parce qu'on y est bien, on se connaît, une petite ville, on a des joueurs qui nous viennent de Modane, de La Chambre, certains de Chambéry, mais c'est des anciens de Saint-Jean qui remontent nous voir. Vous voyez, donc c'est quand même, il faut penser, c'est un jeu, mais qui fait réfléchir. Hein, et qui, effectivement, nous plaît beaucoup parce qu'on n'a pas de démission. On a certains qui s'y mettent. Les premières années, souvent, c'est un peu difficile. Alors, on a des enseignants qui permettent de se développer. Et puis, vous verrez que les résultats viennent tout doucement, peut-être. Mais c'est plaisant et c'est intéressant. Mais alors, c'est un jeu qui remonte assez loin dans l'histoire, au XVIe siècle, je crois. Voilà, oui. On y jouait, paraît-il, déjà chez les Arabes dans le XIIIe siècle, paraît-il en Turquie dans les années 1600-1700. Mais comme il est pratiqué, il date que du début du siècle du XXe siècle, vers dans les années 1900-1910. C'était surtout une suite du whist anglais. Hein. Simplement que le whist, on choisissait un atout, comme à la belote par exemple, avec la dernière carte de la distribution, tandis que le bridge, ça a été développé par rapport au même principe, mais avec la possibilité de choisir un atout. Bon, ceux qui ne connaissent pas les cartes ne se comprendraient peut-être pas bien, mais ceux qui jouent à la belote et notamment à la coinche ou au tarot sauront ce que c'est. Il y a un développement du jeu qui se pratique d'abord avec les enchères. C'est-à-dire que, pas comme au poker, mais on enchérit jusqu'à arriver au contrat que l'on envisage de faire avec son partenaire contre des adversaires. Voilà, alors donc ça se joue donc depuis, mettons, 1910-1920 sous la forme actuelle. C'est dans les années 1930 qu'aux États-Unis se sont formées des équipes, des clubs, des associations. En France, on a mis un peu plus le temps. Et puis alors, on avait la réputation que c'était des jockey clubs ou des associations un peu fermées, enfin pas trop ouvertes. Et puis, depuis les années 1950-60, ça s'est énormément démocratisé. C'est d'ailleurs en instance, ça traîne un peu de passer comme une discipline olympique. Ça a failli d'ailleurs aux Olympiades de Turin. C'est un sport d'esprit, c'est pour ça qu'on avait un ministère qui poussait, mais d'autres ministères étrangers ne sont pas du même avis que le nôtre. Or, si on veut faire une discipline olympique, c'est pas seulement un pays qui va seulement la faire. Bien qu'il y ait des Olympiades du bridge qui se passent tous les 4 ans. Donc il y a beaucoup dans la Fédération mondiale, on pousse effectivement pour en faire un sport avec des championnats, avec une bonne publicité, mais il y a le bridge comme on le pratique dans nos clubs, qui est le bridge amical, le bridge en petite compétition, et puis il y a des compétitions à l'échelon district, département, région, qui permettent à ce moment-là de se mesurer à d'autres joueurs. Et puis après, plus on progresse, plus on risque d'aller loin en compétition, mais à ce moment-là, on vient presque un peu du professionnalisme. Or, ce qu'il faut quand même garder, c'est une association 1901. Les 1200 clubs de France sont affiliés à la Fédération française, elle-même affiliée à la Fédération mondiale, présidée par l'ancien président de l'association française d'ailleurs. Et tous ces clubs respectent des statuts, une
une politique de gestion administrative avant d'être un club de jeux de loisirs. Bon, ensuite, dans chaque club, effectivement, on joue, donc il y a un président, bon, vous avez celui de Saint-Jean devant vous, on a un trésorier, un secrétaire, mais on est en association. Alors justement, le club de Saint-Jean-de-Maurienne, il existe depuis combien de temps ? Alors, il a été créé, on était une douzaine à le créer dans les années 73. On tâtonnait un peu depuis les années 1971-72. Je venais d'arriver à Saint-Jean-de-Maurienne et j'avais fait connaissance de Jean-Claude Faligan, qui était prof connu et bridger déjà très connu sur le secteur, mais il n'y avait pas de club. Il y avait alors un club de Bézigue à l'évêché où se retrouvaient certains joueurs comme Albert Gravier, le pharmacien, Albert Dupré aussi, Robert Duvernay, enfin des personnes... Moïse, ancien enseignant, Moïse Colomb, bien sûr, et avec Faligan et tout, on est rentré là-dedans, mais on s'est mis à essayer de faire jouer un peu au bridge. D'ailleurs, eux-mêmes jouaient un peu au bridge. Et puis, on a mis sur pied, comme ça, en quelques semaines, il y avait aussi un peu les ingénieurs de Péchiné à l'époque qui remuait un peu beaucoup, qui venait aussi chercher aussi un peu de vie associative. Et on a monté un club comme ça en 2 ans à peu près. Alors d'abord on a essaimé, on a fait différents hôtels de la ville, l'hôtel de l'Europe, l'hôtel Saint-Georges, on a fait la Cascade ici pendant un moment. Et on s'est mis dans nos meubles en octobre 73 dans Saint-Jean-de-Maurienne, et c'est là qu'officiellement on a déposé les statuts à la sous-préfecture et qu'on a eu un président, un bureau et tout. Et depuis donc octobre 1973, le club existe et se poursuit très bien. Alors on a eu la chance dès les années 80 que la municipalité, qui faisait beaucoup pour les associations, nous prenne un peu sous son aide, c'est-à-dire que comme elle subventionne et qu'elle aide des associations, elle nous a proposé un local. On en était bien contents parce qu'on voulait respecter le principe qu'on avait pris, que le bridge ne soit pas, comme la réputation le voulait, une association de riches. C'est réservé aux riches. Donc avec une très faible droit de table, avec une cotisation très faible, grâce à la ville qui nous loge depuis 1980, on a fait différents locaux, maintenant on est au centre Louis Armand, donc on est ouvert. Il n'y a pas de question de financement qui peut nous retarder, quoi. Alors, si vous voulez bien, on en reparlera après, mais si vous voulez bien, on va regarder donc le reportage sur les écrans numériques dans les écoles du canton. Très bien. Donc, si vous voulez. Voilà, bien sûr. Le plan national de développement du numérique dans les écoles rurales a permis l'équipement de près de 7000 écoles situées dans les communes de moins de 2000 habitants. Suite à cet appel à projet, 3 écoles de la communauté de communes de Cœur de Maurienne ont été retenues et se sont vues installer des tableaux blancs interactifs et des classes mobiles. La communauté de communes Cœur de Maurienne a parmi ses compétences les technologies de l'information et de la communication, et entre autres l'informatique des écoles. On a naturellement nous répondu au nom de la communauté de communes. En fait, il fallait répondre à un certain nombre de critères. Est une commune rurale, donc ce qui a permis de répondre à l'appel à projet pour les communes de Villars-Gondran, de Saint-Julien et d'Hermillon qui correspondaient aux critères. Si la formule est satisfaisante, si le concept répond aux attentes des enseignants, eh bien ces tableaux interactifs numériques seront étendus aux autres écoles. Suite à l'installation des écoles numériques rurales, les enseignants ont reçu une formation technique de 9 heures par le fournisseur du tableau interactif et de la classe mobile. Mais également une formation pédagogique sur leurs utilisations et les scénarios de cours possibles délivrés par l'Éducation nationale. Les enseignants formés, ce sont les élèves qui découvrent ces technologies numériques. Et c'est avec peu d'appréhension qu'ils testent et usent les qualités de celles-ci. On a un ordinateur qui est dédié au tableau blanc interactif. On a l'ordinateur du professeur, sur lequel il y a un logiciel qui permet de superviser les appareils des élèves. Et actuellement, il y a 8 appareils pour les élèves. Et je marque une brebis. Par définition, comme ces outils sont nouveaux,
toutes les possibilités et tous les avantages pédagogiques ne sont pas encore mis en évidence. Bon, ceux qui paraissent le plus évidents dans un premier temps sont tout ce qui est transposition aisée des documents Internet et des documents iconographiques dans le cadre d'un enseignement quotidien. Et c'est surtout le mélange, si on peut dire, de toutes les sources sur un même écran qui permet d'enrichir la pratique plutôt que ce qu'on pouvait faire avec une craie et un tableau noir. C'est vrai que l'outil est un outil qui est quand même très performant et qui nécessite pour se l'approprier, je pense, un certain nombre d'heures de travail et donc de prendre sur soi-même du temps. Ceci étant dit, ça ne remplacera pas la craie et le tableau noir, qui restera bien évidemment utile pour certaines activités. On est là devant des nouvelles technologies qui offrent des possibilités plus intéressantes, mais qui ne remplacent pas toutes celles qui étaient offertes par des outils plus traditionnels. Et j'écris faire. Oui, qu'est-ce que c'est que faire? Les élèves, eux, sont enchantés. Ils n'ont pas d'a priori vis-à-vis de l'outil. Alors que nous, en tant qu'adultes, on a toujours une petite réticence que l'on avait déjà avec les ordinateurs. L'enfant n'a pas cet a priori. Donc pour lui, la technique, il passe outre. Les écoles numériques rurales remportent un vif succès auprès des enfants. S'il n'est pas question de se passer des méthodes traditionnelles, l'interaction que ces équipements provoquent chez l'élève est visiblement positive. J'apprends mieux et on peut faire aussi plein de choses dessus. Bien sûr, on en est encore au stade de l'expérimentation. Mais les premiers retours indiquent clairement un avenir certain pour ces technologies de l'enseignement dans les écoles. Excellent. Voilà, donc vous avez vu donc cette technologie qui arrive. Alors, est-ce qu'on peut jouer au bridge de manière numérique, je dirais? Oui, alors le bridge s'est mis à l'informatique dans des tas de domaines. Déjà, c'est relativement, il y a énormément de possibilités, de variations dans les jeux possibles. Les combinaisons se chiffrent par milliards. De retrouver le même jeu ou la même main, la même donne, les mêmes 13 cartes en main qu'on a eu, ça ne se retrouve pour ainsi dire pas. Donc, on a calculé tout ça déjà, donc par la numérique entre bien en compte. Mais maintenant, pour les résultats, les calculs des tournois, puisqu'on joue souvent sous forme de tournois, ce qui permet de nous mesurer non seulement entre nous dans le club, mais souvent, comme hier soir, avec d'autres clubs, le même moment, on joue les mêmes choses, donc on se compare. Donc grâce à la numérique, à l'informatique, on rentre les résultats, hop, et on les envoie à la fédération, c'est classé, c'est calculé tout de suite, on regarde, les résultats sont tout de suite traduits. Même dans notre petit club, nos propres résultats, on les a tout de suite dans la minute qui suit. Mais maintenant aussi, on a développé une formation par Internet et du bridge sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, je ne veux pas faire de la pub pour eux, mais enfin, moi je préfère quand même jouer les cartes en main plutôt que de jouer comme ça, mais il y en a beaucoup qui apprécient de jouer et qui se rencontrent et qui savent, même sous des pseudos, et qui jouent, et qui sont mordus, qui jouent 40 donnes par exemple en 1 heure à toute vitesse, mais c'est formidable, c'est les progrès. Alors on craint un peu parce que il y a une certaine désaffection de joueurs qui disent je suis très content, j'ai joué hier soir chez moi, j'ai pas besoin de sortir, j'ai joué sur Internet. Alors que moi, président d'un club qui veut vivant, je préfère quand même qu'au lieu d'aller chez eux, qu'ils viennent chez nous au club, qu'on se fasse quand même un peu plus nombreux. Mais je ne nie pas, c'est sûrement intéressant. Donc vous n'êtes absolument pas fermé par rapport au progrès, mais quand même, même si les sommes d'inscription sont relativement modiques, vous avez quand même cette réputation de jeu élitiste. On y rencontre quand même pas énormément d'ouvriers dans votre club. Vous savez, ça s'est quand même pas mal développé. Pendant un moment, effectivement, on avait la réputation, je vous parlais du Jockey Club ou des trucs comme ça, de l'élitisme, des grands noms, souvent des noms composés d'ailleurs, mais ça a quand même pas mal évolué. On subit la réputation d'il y a 30 ou 40 ans. Ça a quand même pas mal évolué. Alors il y a toujours des bridgeurs de salon, des gens qui ne se mêlent pas, mais dans les clubs maintenant,
faut venir voir, hein, c'est très ouvert, on a des gens de différents niveaux, on en a plusieurs de la SNCF, on a des commerçants, on a des retraités, mais on n'a pas forcément des grosses têtes. Hein. Hein? Eh bien, merci Denis Godard de nous avoir parlé avec autant de passion du bridge. Et moi, je voudrais remercier tous les spectateurs qui nous sont fidèles. À bientôt dans Maurienne Mag. Merci.